Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin Bretagne. Nous sommes très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous. Merci de nous accompagner, de nous rester fidèles. Ce matin, notre invité fil rouge est un patron breton inclassable et insatiable, bouillonnant d'idées. Jean-Pierre Le Goff est aujourd'hui le président des faïenceries Henriot de Quimper. Vous savez, les bols bretons avec votre prénom, toujours copiés mais jamais égalés. C'est un peu la petite Madeleine de Proust qui va nous accompagner toute cette matinée. Une saga qu'il nous racontera dans un instant, ainsi que son parcours plein de rebondissements, vous le verrez. Ensuite, si vous souhaitez vendre votre bien, une maison ou un appartement, il va falloir rester avec nous parce que nous vous aiderons à vous y retrouver. Quel type de vente choisir? La vente classique ou le viager? Faut-il passer par une agence ou privilégier une transaction entre particuliers? Quelles sont vos obligations juridiques et techniques? Nous profiterons ce matin des conseils avisés d'un notaire, maître Marc Lenné. Nous vous dirons également comment concilier cœur et sport. S'il est impératif de pratiquer une activité physique, c'est en tout cas conseillé, il faut le faire dans de bonnes conditions. Il y a des règles à respecter, des règles d'or que nous rappellera Hugo Mamba, notre coach maison. Nous vous emmènerons aussi ce matin dans la campagne bretonne des années 70 avec notre archive INA, une campagne en pleine mutation. Les jeunes agriculteurs aspirent à la modernité, à l'indépendance également par rapport à leurs aînés. Une archive qui sera commentée par Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire à l'université de Rennes 2. Enfin, la science sera à l'honneur, comme le reste de la France. Vous le savez, la Bretagne donne rendez-vous en ce moment aux curieux de tous âges. Plusieurs actions sont menées sur notre territoire. Coup de projecteur ce matin sur l'une d'entre elles, au cœur de la forêt de Brocéliande, une fête des sciences portée par la station biologique de Paimpont, un lieu dédié à la recherche, à l'enseignement et à la transmission de la culture scientifique. Son responsable administratif, Régis Super, sera à nos côtés tout à l'heure. Sans oublier, pour terminer, le débriefing de l'émission par la comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu, il est dense aujourd'hui. Bon début de journée à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Jean-Pierre Le Goff. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, c'est gentil. Alors vous êtes le président de la célèbre faïencerie Henriot à Quimper. On ne la présente plus, elle est célèbre dans le monde entier pour ses bols bretons, ses bols à oreilles, ses petites madeleines finalement. Et vous avez d'ailleurs emmené un exemplaire qui est cher à votre cœur. Ah ben oui, ça c'est le bol de ma petite fille Clémence. Effectivement, c'est pas un bol touriste qu'on fait chez Henriot. Il y en a 500 000 qui se vendent par an en Bretagne. Donc ça vient d'un peu n'importe où, de Chine, du Portugal. Et nous, on produit tout à Quimper, du malaxage de la terre, l'émail, la peinture, bien sûr, avec nos peintres. On a 7 peintres qui font tous les types de décors. Et c'est le type de cadeau, moi je préfère offrir ça qu'une timbale en argent. Alors, vous êtes né à Paris, comme tout bon breton, plus breton que les bretons souvent. Les parents délocalisés avant-guerre, voilà. moi je suis né après-guerre et ma sœur est née avant-guerre à Paris également. Et vous êtes ingénieur de formation. Alors nous, on va éclairer un petit peu votre parcours. On a envie d'en savoir plus sur vous. Je vous propose d'aller tirer un premier petit papier. On va voir ce qui vous... Bateau au pluriel. Alors, bateau au pluriel, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? C'est toute ma vie, c'est la passion. Bon, j'ai voulu faire ingénieur parce que c'était dans la famille. Tous les Bretons exilés de Plozévet de la famille, là, ils ont fait ingénieur. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Je n'avais pas d'autres plans particuliers. Par contre, une passion pour les voiliers, la mer. C'était Tabarly en 64, en 76. Donc, j'ai choisi une école, celle de Nantes, le NSM de Nantes, qui est devenu Centrale Nantes, qui avait une formation en hydrodynamique navale. Et j'ai eu cette chance de pouvoir continuer dans ce secteur-là. Alors justement, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. Ça va éclairer, je pense, la suite de votre formation, de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez ? À Monterey, Californie. Monterey, Californie. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette école d'ingénieur à Nantes ? Après, moi, je voulais me faire embaucher par un architecte naval parce que je voulais concevoir des bateaux. bateaux. Passion, André Mauric, c'était le meilleur. Il venait de dessiner Penduick 6, donc on voulait tous faire Penduick 7 à l'époque. C'était le rêve. Et je me suis rendu compte qu'un architecte naval de l'époque n'embauchait pas d'ingénieurs. C'était des cabinets indépendants, donc difficile d'embaucher un ingénieur. C'était pas des vraies sociétés. J'ai fait mon service militaire au ministère de la Défense à Paris, et puis on m'a demandé de rester. Je suis resté à m'occuper du financement de la recherche amont, donc les recherches un peu plus fondamentales, à une époque royale où il fallait faire un sous-marin nucléaire silencieux, remplaçant le Redoutable, donc c'était la série d'après. Et donc là, l'argent coulait à flot, il fallait monter des laboratoires de recherche, et on avait une liberté exceptionnelle. J'ai fait ça pendant 8 ans, mais entre-temps, je suis allé faire un tour aux États-Unis.
Et donc, à Monterrey, en à Monterrey, Californie. à l'US Naval Postgraduate School, donc un lieu sublime. J'avais 30 ans, donc une époque exceptionnelle. Mon fils aîné avait 3 ans, même pas, et le petit avait 3 semaines, François, et qui a d'ailleurs pris la direction d'Henriot récemment. Et donc, très belle aventure. On était à Carmel, bon, le rêve, quoi. Voilà. Et effectivement, en rentrant, je trouvais qu'on dispensait beaucoup d'argent en recherche et qu'elle ne servait pas assez à toute l'industrie, en particulier l'industrie, on va dire, d'en bas. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est ceux qui sont les patrons pêcheurs, qui ont besoin de bons bateaux. Ils n'ont pas l'argent pour étudier les bons bateaux, donc j'avais une tendance à plutôt... Donc j'ai créé une société à Nantes, auprès de l'école centrale de Nantes, qui s'appelle Sirena. Un doux nom. Sirena, ça voulait dire quelque chose. Après, on oublie, on condense, on ne garde plus que le logo, mais ça voulait dire Société d'ingénierie, de recherche et d'études en hydrodynamique navale. Bien. Sirena, c'est bien. Vous avez trouvé ça? Vous avez des belles images. On est très fort, nous, vous savez, dans cette émission. Ça, c'est mon Zodiac Sirena dronisé. Voilà, exactement. Voilà. Alors, pourquoi c'est votre dada, le transfert de technologie? Ça vous tient à cœur, ça? Je pense qu'effectivement, tout ce qui est savoir, dont les riches ou les puissants ou les grands bateaux, les sous-marins, les frégates, les paquebots, ça doit aussi pouvoir être utile à tous les autres. Et moi, je suis né dans une petite famille, on n'avait pas de moyens, donc ça fait une notion que quand on sait, on doit donner. On doit donner, donc effectivement, c'est une certaine forme de redistribution directe. Quand je gagne de l'argent, peut-être un peu trop, sur les bateaux militaires, je redonne, pas gratuitement, mais à un prix très faible aux plus petits. Et par exemple, vous avez travaillé, entre guillemets, à perte pour les chalutiers, alors que vous gagnez de l'argent plutôt sur les frégates. C'est tout à fait ça. Et mon beau-père, là aussi, il y a quand même les racines sont importantes. Mon père était du paysan, délocalisé, donc avant-guerre. Et puis mon beau-père était patron pêcheur sur des grands chalutiers. Donc il y a une certaine forme de respect, de mémoire pour ceux qui ont travaillé dur et qui ont effectivement, quand on va risquer, non pas sa vie, si, quand même, c'est dangereux. Quand on monte dans les tempêtes pour pêcher de la morue dans le nord des Shetland, c'est un métier dur. Donc autant qu'ils aient des bateaux plus sûrs, plus propres, plus... voilà. Alors, pour vous, le fait que la recherche serve les intérêts industriels, c'était essentiel. Est-ce que c'est aussi le souci de l'innovation chez vous, qui vous pousse? C'est un peu votre moteur également? Alors ça, l'innovation, c'est plutôt une nécessité. C'est-à-dire quand on a toujours un peu peur de l'avenir, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc un moyen de se prémunir de ce qui va arriver, c'est d'innover, c'est d'être capable de toujours être sur la pointe. C'est-à-dire que si on reste statique, on finit par mourir. Donc il faut innover, trouver de nouveaux concepts, trouver de nouveaux produits, trouver de nouveaux logiciels. Et voilà, donc ça c'est passionnant, mais ça c'est l'aspect créatif. Bien sûr. Qu'on retrouve d'ailleurs dans chez Henriot Quimper. Voilà. On l'évoquera bien sûr un peu plus tard dans l'émission. Mais vous, alors au niveau des boîtes, vous les avez vendues, vous en avez vendu, Sirena vous l'avez vendu en 2008. Et en 2011, vous rachetez un chantier en Bretagne, à Carantec, Sibiril, qui était en liquidation. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure-là? Parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais au niveau national. On m'a dit casse-toi, Jean-Pierre. Donc j'avais rien de prévu. Et on m'a dit il y a un très beau chantier, petit chantier qui fait des beaux bateaux pour la SNSM, pour les pilotes. C'est-à-dire c'est des vrais marins. C'est-à-dire que c'est des gens qui sortent par tous les temps. Il faut y aller. Donc c'était le 14 février qu'on m'a dit ça. Il fallait rendre la copie pour le 28. Au mandataire judiciaire. J'avais jamais fait ça, je ne suis pas Bernard Tapie du tout. J'ai donc rendu une copie. Et le 15 mars, on m'a donné le chantier. Voilà, donc avec un chantier sur les bras à faire redémarrer puisqu'il avait été complètement arrêté. Ça a été dur au démarrage puisqu'on a perdu pas mal d'argent. Mais c'est l'objectif de l'actionnaire. Il faut faire le gros dos quand il y a des problèmes. Il faut passer les mauvais, les creux. Et puis aujourd'hui, c'est un superbe petit chantier. Le directeur Tristan Pouliquin, qui était là à l'origine, en 6 ans, il l'a complètement explosé. Il est magnifique, il est admiré par la profession. On vient de livrer un bateau canot tout temps pour les SNSM, c'est des bateaux de 18 mètres. Donc le navire amiral, le premier a été livré à l'île de Sein il y a un peu plus d'1 an. Et là, on vient d'en livrer un à 7. C'est une super merveille. Donc les marins sont contents, ils sortent les bénévoles qui sortent. Donc il faut leur offrir des bons bateaux qui sont cousus humains pour eux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs. C'est de la technologie artisanale pointue. C'est pas de l'innovation, on va pas sur la Lune, c'est pas des start-up, mais c'est de la bonne industrie. Et ça, c'est important de le garder en France. Ouais. Vous êtes un chef d'entreprise multifacette, on l'évoquera tout à l'heure. C'est parce qu'on se souvient de ses racines qu'on veut reprendre des petits chantiers en liquidation? C'est tout à fait par hasard.
Je veux dire, c'est... oui, mais le hasard, quand même, il a souvent frappé à votre porte à ce niveau-là. Non, oui, les bateaux, effectivement, c'est un domaine. Alors, je ne connaissais pas les modes de fabrication. J'étais beaucoup dans la recherche, dans les applications. Mais c'est vrai que c'est mon domaine, le maritime. Bon, alors il n'y a pas que le maritime qui est votre domaine, on y reviendra tout à l'heure avec les arts de la table et pas n'importe lesquels, hein, donc les faïenceries en Rio que vous avez rachetées en 2011. On évoquera, sacrée année 2011 entre nous, hein, parce que Sibiril plus en Rio, vous avez fait fort quand même. On se retrouve tout à l'heure. Place à votre rendez-vous maintenant en partenariat avec la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine. Tous les mois, nous vous faisons profiter des conseils d'un professionnel. Ce matin, c'est maître Marc Lenné. Il va tout nous dire sur les démarches à suivre avant la mise en vente d'un bien immobilier. On le reçoit tout de suite. Bonjour, maître Lenné. Bonjour. Alors, la première question à se poser quand on a envie de procéder à une vente, est-ce qu'on reste entre particuliers? Est-ce qu'on sollicite une agence immobilière ou un notaire? C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Comment faire notre choix? Est-ce que ça dépend du profil de chacun, du profil de la vente en fait? Alors, ça dépend surtout du bien qu'on cherche et qu'on va trouver en annonce. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de profil. On se rend compte que dans les ventes de particulier à particulier, on a de tout. On a des jeunes, on a des seniors, on a de tout type d'âge. C'est surtout qu'on a repéré un bien qui nous intéresse. Après, ça dépend. Si on l'a vu sur une annonce d'une agence immobilière, on va aller voir l'agence, le visiter, et l'agence fera le compromis. Si on l'a vu sur un site de notaire, on va aller voir le notaire qui va faire la promesse de vente, effectivement, avec son service négociation, ou même de particulier à particulier. Là aussi, on est sollicité de façon à rédiger l'avant-contrat, puisqu'il va bien falloir quand même établir ce qu'on appelle un compromis, qui est en fait aujourd'hui plutôt une promesse de vente, puisqu'on fait ça par acte authentique. Voilà. Et dans ces cas-là, on vient voir le notaire avec les éléments qu'on a. Souvent, c'est assez peu, puisque c'est vrai que de particulier à particulier, les gens se tapent dans la main, ils sont d'accord sur le prix, mais après, tout ce qui est accessoire, qui leur paraît accessoire, mais qui est en fait très important, la date de libération, les diagnostics, toutes ces choses-là. Voilà, donc là, c'est au notaire de récupérer un petit peu les pièces. Mais voilà, donc il y a 3 types, effectivement, de ventes possibles, de particulier à particulier, par notaire ou par agence immobilière. Alors, sur les ventes également, il existe plusieurs types de ventes, les ventes aux enchères, les ventes en viager. Est-ce que la vente classique reste la plus fréquente, finalement ? Oui, c'est de loin la plus classique, parce que la vente aux enchères, même si elle est, on va dire, elle est intéressante, mais ça reste quand même dans des cas relativement limités, puisque notamment dans la vente aux enchères, il n'est pas possible d'avoir de conditions suspensives de prêt. C'est-à-dire qu'on visite le bien, on se retrouve devant effectivement un notaire qui va procéder à une mise aux enchères. Donc c'est ce qu'on appelait anciennement les ventes à la bougie. Aujourd'hui, c'est avec un chronomètre électronique par ordinateur, mais certains le font encore à la bougie, ça a son charme, c'est rigolo. Et à l'extinction du 3e feu, on est adjudicataire. Bon, sauf qu'effectivement, on n'a pas de conditions suspensives, la vente est parfaite, il n'y a pas de possibilité de se rétracter, il n'y a pas de loi SRU, contrairement à ce qu'on a dans l'ancien. Donc il faut quand même être sûr de son coup et il faut se bloquer un budget quand même, parce que sinon, on peut vite monter et se rajoute naturellement des frais, qui sont des frais normaux. Mais voilà, donc c'est plus pour une population un peu plus avertie, on va dire, peut-être presque plus de professionnels ou de gens qui ont déjà acheté plusieurs fois dans leur vie. Mais le primo-accédant ou l'acquéreur lambda va assez rarement sur ce type d'opération. Il va préférer effectivement la vente où il a plus le temps de réfléchir, de se poser et d'étudier l'avantage et l'inconvénient du produit qu'il va acheter. La vente en viager, est-ce que c'est risqué ou est-ce que ça dépend également du profil? Non, alors en fait, la vente en viager, qui est effectivement une vente qui a plutôt mauvaise presse, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est pour les personnes notamment qui n'ont pas assez de revenus, mais qui ont un bien immobilier, qui n'ont pas les moyens d'en payer les charges. On se retrouve confronté aujourd'hui, par exemple, au problème de l'ISF, puisqu'on a des biens qui vont valoir plus d'1,3 million, notamment en région parisienne, pour des gens qui ont des petites retraites et qui ont à peine les moyens de payer et leur ISF et leur impôt sur le revenu et tout ça. Donc, pour peu qu'en plus, par exemple, ils n'aient pas d'enfants ou des enfants qui ne peuvent pas survenir à leurs besoins, ils vont vendre leur bien en viager. Là, 2 possibilités, soit ils restent dedans, c'est un viager occupé, soit ils partent, puisqu'ils vont en maison de retraite, parce que voilà, c'est un viager libre. Et dans ces cas-là, ce qu'on appelle la rente, la somme versée donc, par le débit rentier, celui qui doit payer, qui a acheté, est un peu plus forte. C'est-à-dire que si c'est libre, c'est un peu plus fort. Si c'est occupé, c'est un peu plus faible, forcément. Parce que si c'est libre, on peut en bénéficier tout de suite. Et après, c'est avec un bouquet ou sans bouquet. Le bouquet, ce qu'on appelle un droit d'entrée. Dans ces cas-là, la rente qui est après va être un petit peu moins élevée, forcément. Puisque on prend la valeur vénale du bien et on calcule en fonction de l'espérance de vie de la personne qui vend. Mais donc pour la personne qui vend, c'est un réel complément de revenu tout en restant dans les lieux. Voilà, donc c'est plutôt une opération qui est intéressante financièrement pour le vendeur, celui qui vend en viager. Et après, pour l'acquéreur, effectivement, il y a un aléa, mais c'est l'objet même du contrat. C'est pour ça que pour certains, il n'est pas super moral, mais en fait, il est parfaitement moral. C'est un équilibre et ça aide quelqu'un qui, souvent, quand il vend, est dans le besoin. Donc non, il n'y a aucun souci, la vente en viager, c'est très... Mais on en voit relativement peu, c'est vrai aussi. Alors, autre possibilité pour le vendeur dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'échange entre le bien du vendeur et celui de l'acheteur. Est-ce que c'est fréquent, ça, finalement? Alors, je dirais que c'est aussi fréquent que le viager, c'est-à-dire que ce sont des cas qui sont relativement rares, parce que ça implique d'avoir 2 biens
à peu près même valeur. Alors, soit c'est de même valeur, donc voilà, ça c'est relativement rare, mais c'est surtout qu'il faut deux biens qui correspondent. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on appelle le coéchangiste, soit d'accord avec l'autre coéchangiste sur ce qu'il achète. Après, la valeur, c'est pas très grave. S'il y a une différence, on va avoir ce qu'on appelle une soult, une différence au niveau des deux. Si vous achetez quelque chose qui vaut 100 000 et l'autre vaut 150 000, on fait un échange sur la base de 100 000. Et on va verser donc la différence, la soult. Les frais d'acte sont perçus sur le montant le plus élevé, voilà, comme une vente classique. Donc il n'y a pas tellement d'avantages, on ne gagne pas spécialement à faire un échange. La difficulté est plutôt de trouver en nature le bien qui correspond en face. Parce que c'est toujours déjà difficile de trouver un bien qu'on cherche pour une maison ou un appartement, notamment pour la résidence principale. Donc trouver, et qu'en même temps on trouve quelqu'un qui voulait l'autre bien aussi, c'est pareil, c'est beau dans les livres, mais c'est assez rare. On a plus ça sur des terres agricoles, sur des choses comme ça, parce qu'on s'échange par commodité pour rapprocher des terres, des choses comme ça. Mais en appartement et maison, c'est relativement rare. Mais ça existe, on en fait toujours 2-3 dans l'année. Mais voilà, mais c'est pas la majeure partie. Alors, attardons-nous à présent sur les obligations liées à la vente. Bien sûr, il y a les obligations juridiques. Le vendeur doit transmettre toutes les informations qui sont en sa possession sur le bien. Mais il y a aussi les obligations techniques, et elles sont de plus en plus lourdes, entre guillemets, mais nécessaires certainement. Quelles sont-elles alors ? Oui, de plus en plus nombreuses. Elles ont commencé en 96 avec une loi que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est la loi Carrez, qui est l'obligation de mesurer dans les copropriétés, puisqu'aujourd'hui on sait très bien que lorsqu'on achète un appartement, on achète au prorata des mètres carrés. Le prix du mètre carré étant, on ne peut pas se permettre qu'il manque 4-5 mètres carrés quand on est rendu à 4-5 000 euros du mètre carré sur certaines opérations, ou plus à Paris, région parisienne. 5 mètres carrés, c'est pas neutre. Donc la loi Carrez oblige, et s'il y a une erreur de plus de 5%, on doit une réduction du prix, oblige le vendeur à déclarer une surface. Voilà. Donc il est plus que conseillé de faire le mesurage par un professionnel, même si la loi, c'est dommage, n'a pas prévu cette obligation. Elle a juste prévu une obligation de déclaration par le vendeur de surface. Bon. Et après, se sont rajoutés à ça différents diagnostics qui sont effectivement maintenant croissants depuis quelques années. On a les recherches d'amiante, on a le diagnostic performance énergétique pour justement commencer à bien informer les gens sur ce qu'ils achètent au niveau des performances énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose certainement qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Je lisais un article dans un journal d'un de vos confrères qui expliquait il y a quelques jours qu'en fait l'équipe de Nicolas Hulot est en train de réfléchir à faire notamment, pourquoi pas, une taxation en fonction de si le bien est énergivore ou pas. Et on pourrait, pourquoi pas, même notamment dans les locations entre un bailleur et un locataire, s'il y a trop de factures de chauffage du locataire parce que le bien est mal isolé, faire partager, on va dire, entre le locataire et le bailleur la facture de chauffage. Donc ça va quand même loin, on verra. Pour le moment, ce sont des pistes. Voilà. Je ne vois pas trop comment ça peut être applicable, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le côté énergétique est quand même très important quand on achète un bien. Et vous avez tout le reste, le plomb, le savoir si le sol est sismique ou pas, si on est en zone de crue torrentielle ou de volcan, enfin, des choses qui peuvent paraître inutiles, mais qui de temps en temps sont utiles, notamment à Paris, quand on a quand même des régions qui sont minières, savoir où on construit, tout ça. Enfin voilà. Donc il y a de plus en plus d'obligations du vendeur, oui, effectivement, de garantir l'acquéreur de ce qu'il achète. Merci beaucoup, Maître Marc Lenné. Et puis, bien entendu, on se renseigne auprès de la Chambre des notaires de son département pour de plus amples renseignements. Voilà. Et surtout dans les études, n'oubliez pas, on le dit, on le redit, les gens ont du mal à le comprendre, les conseils sont gratuits, donc n'hésitez pas à aller voir votre notaire et à le solliciter pour ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, merci. On va s'intéresser à présent à votre santé. On n'arrête pas de nous rappeler la nécessité de pratiquer une activité sportive. Eh bien, tout le monde s'accorde sur ce point, mais attention, pas n'importe comment. Alors pour ça, on va recevoir tout de suite Hugo Mamba et ses conseils éclairés. Bonjour Hugo, vous n'arrivez pas en courant, je suis très déçue. Non, progressivité toujours très important. Ah oui, toujours, il est raisonnable, Hugo, attention, on rigole pas. Alors, première de ces règles, Hugo, il faut prendre en compte la... Pour un sportif, c'est... Ah bah voilà. C'est bon, j'ai essayé. Alors, première de ces règles, Hugo, il faut prendre en compte la préparation. Mot essentiel, avant et oui, lors d'une activité physique, il va être important de s'échauffer, comme pour tout, ne pas partir à froid, donc respecter un échauffement à la fois pour le corps et pour le cœur, un échauffement progressif. Et également, durant l'activité, bien penser à s'hydrater. Les recommandations de bonne pratique édictées par le club des cardiologues du sport sont de 3 à 4 gorgées toutes les demi-heures d'activité. D'accord. Alors, autre impératif, on s'écoute et on consulte un spécialiste si on ressent une douleur suspecte. Oui, autre impératif également mis en place par le club des cardiologues du sport, dont le président est un breton, François Carré. S'écouter, donc signaler toute douleur, toute palpitation ou tout malaise qui surviendrait durant l'activité ou au calme après l'activité. D'accord. Alors, le principe de base, finalement, c'est d'être raisonnable et d'avoir un comportement responsable, en fait. Oui, être raisonnable et une fois encore, à titre d'exemple, s'écouter et, par exemple, l'hiver approche.
On sort d'une canicule que vous avez sans doute dû remarquer cet été. Donc, ne pas pratiquer sous des températures trop froides, moins 5 degrés, ou trop chaudes, plus de 30 degrés, à titre d'exemple. Par exemple, je ne fume pas 2 heures avant une activité et 2 heures après. Ça va de soi, on s'expose à des risques certains. Par ailleurs, pas de substances dopantes, même pour les activités de loisirs ou de santé, pas qu'en compétition. Enfin, en cas d'épisode grippal, je ne pratique pas dans les 8 jours qui vont suivre le dit épisode. Et pour terminer, plus de 35 chez les femmes et 45 chez les hommes, je consulte mon médecin avant toute reprise d'activité physique et sportive. Vous voulez dire qu'après 35 ans ou après 45 ans, on est vieux? Dites donc. Merci beaucoup. 35 chez les hommes et 45 chez les femmes. J'ai inversé les deux, donc j'aggrave un petit peu la situation, Laurent, si tu penses être rassuré. Mais le mot final pour clôturer cette petite chronique sur les 10 règles d'or, c'est que quand je reprends une activité, j'y vais progressivement. Je finis les premières séances en me disant j'en ai encore sous la semelle, je pourrais faire plus ou mieux. Merci beaucoup, Hugo, pour ces conseils. Vous êtes sportif, Jean-Pierre Le Goff? Je l'ai été. Tennis, voile, 5 au 5, c'était superbe, un très très beau bateau, très sportif. Et puis progressivement, j'abandonne au fur et à mesure ce type de passion. Donc, alors que j'ai encore des copains qui, à 70 ans, continuent à jouer au tennis. Moi, je ne pourrais pas, parce que les bons souvenirs, c'est quand on a fait des superbes balles à 25 ou 30 ans. Et je me suis mis au golf, et donc je vais probablement me remettre au golf maintenant que je suis à la retraite. Quand j'aurai arrêté un petit peu mes activités. Mais le golf, c'est passionnant. Par contre... Il faut du temps. Il faut du temps. Et puis, effectivement, il m'est arrivé de jouer par plus de 30 degrés dans les pays Asie du Sud-Est, Malaisie. Mais il s'est hydraté comme il fallait. Bien sûr, bien entendu. Alors vous, Jean-Pierre Le Goff, de toute façon, votre vie, elle est sportive, puisque vous êtes un chef d'entreprise qui courait tout le temps. Vous ne vous arrêtez jamais. Et en 2011, il y a justement cette histoire qui commence avec la magnifique faïencerie Henriot, faïencerie de cœur, puisqu'on parlait de cœur tout à l'heure, qui est chère aux Bretons. Comment ça commence en 2011, cette histoire avec Henriot? Comme on a vu, j'ai repris le chantier Sibéril le 15 mars. Et on a une petite maison sur la baie de Douarnenez qui est superbe, à la pointe du Millet, construite par mon beau-père qui rentrait de ses marais des Shetland, des Hébrides. Là. Et mon fils était là, il lisait Ouest France. Et il me dit « Oh, papa, t'as acheté une société en liquidation à Carantec. » C'est mon second fils, François, qui a 35 ans là maintenant. Et vous avez dit pourquoi pas une deuxième après tout? Et il me dit « Oui, il y a une société en liquidation à Quimper. » Je dis « Il y en a partout. » Donc il me dit « Oui, mais là, c'est Henriot Quimper. » Donc, il y a quelque chose. Je dis, mais ça, c'est trop gros pour moi, n'y pense pas. Je pensais que c'était une grosse boîte. Et puis, il me dit, oui, et puis, il faut rendre la copie pour le 11 mai. On était le 1er mai. Bon, très bien, j'avais mon chantier sur les bras. J'ai un bureau dodo à Paris, là. Et une semaine avant la remise de l'offre, il me rappelle un soir, il me dit, t'as demandé l'offre? T'as demandé les dossiers au mandataire judiciaire? J'ai dit non. Il me dit, fais-le. L'ordre du fiston. Donc, je me relève, j'envoie un mail au mandataire, je reçois ça le week-end, et je vois, 51 personnes, 2,2 millions de chiffre d'affaires, 500 000 euros de pertes. Je dis, ok, c'est le type de boîte que je peux comprendre assez aisément au niveau du modèle. Bon, j'appelle Michel Bernardo, que j'avais rencontré dans une autre ville, le Porcenayé de Limoges, là, qui me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, Jean-Pierre? Les arts de la table, c'est mort. Bon. J'appelle une copine qui avait examiné le dossier à Nantes, tout à fait par hasard, l'année d'avant, pour Jean-Guy Le Floch et Jean-François Garrigues. Ils n'y sont pas allés. Bon, puis je me suis dit, allez, je fais une offre, mon fils me l'a demandé, je mets un peu d'argent, je vais moi-même porter l'offre à Rennes, chez la mandataire judiciaire, et je pensais vraiment pas gagner. Parce qu'Henriot Quimper, pour moi, c'était c'est une dizaine d'offres, si c'est pas 20, tous les Bretons allaient se battre, Pinault probablement, avec des gens autour de lui. Et puis 2 mois après, au tribunal, j'étais tout seul. Donc ça m'a quand même interpellé. Et voilà, donc on m'a donné, comme j'ai un pédigré à peu près correct, le tribunal m'a octroyé Henriot pour une bouchée de pain, je dirais. C'était significatif, 250 000 euros, mais ça n'avait rien à voir avec la valeur sentimentale et même avec la valeur réelle s'ils n'étaient pas été mis en liquidation. Donc c'est une belle histoire. Et c'est une belle histoire, oui. Beaucoup de problèmes, beaucoup de plaisir. Voilà. Et puis un bol à oreille qui évolue. Comment il est né ce petit bol à oreille, bol à prénom, qui est devenu bol à prénom? Son histoire, c'est quoi? Ça vient d'où ce bol? On a dans les greniers des bols de différentes tailles, y compris les bols qui vous permettaient de faire la coupe au bol. Donc on a retrouvé des bols de grande dimension.
Et je crois que c'est fin du 19e. Ensuite, il y a eu le train qui est arrivé, donc des gens pouvaient venir en villégiature, les riches d'abord, et puis ensuite les plus démocratique le congé payé en 1936. Et je pense que c'est là que ça a pris son essor. Donc là, tout était encore à l'époque fait à la main. Ça venait pas de Chine, ça venait pas du Portugal. C'était de la production locale avec les nombreuses faïenceries qui existaient à l'époque. Et le prénom qui se rajoute, ça c'est pareil à cette époque-là, hein, je pense. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais effectivement, ça doit être dans cette époque accroché à un certain souvenir. Voilà. Alors vous avez coutume de dire que Henriot est ancré dans les racines du futur, parce que bien sûr c'est une conception qui se pérennise et puis qui est très très symbolique pour les Bretons. Alors justement, on va faire un petit flashback. On va revenir en 1967, à une époque où il est question d'évolution des motifs. Déjà, vous allez voir. Traversé par l'Odet, planté dans un paysage où les mouettes criardes se font une place de choix, Quimper vit au rythme des villes modernes. Pourtant, elle a su conserver et faire évoluer l'industrie d'art qui a fait sa renommée mondiale. Industrie de la faïencerie dont l'origine remonterait à l'époque gallo-romaine, à l'époque des premières poteries à usage domestique. Conservatrice de cet art, la faïencerie Henriot existe depuis 1778. À ses débuts, elle a hérité avec les autres faïenceries qui existaient alors des secrets de fabrication, de création de l'école de Rouen ou encore de l'école de Nevers, secret parvenu vers 1690 à Quimper au hasard d'alliances familiales. Les créateurs de la faïencerie d'art en Bretagne se nommaient alors Bousquet, Bellevaux, Cossy et Dumaine, encore Porquet et le franc-comtois Henriot. Autre date importante, 1870. Le Quimper, grâce à l'artiste Alfred Beau, gendre du romancier Émile Souvestre, a abandonné la pure imitation pour se risquer dans la fantaisie. Comme on le découvre dans le musée Henriot, les premiers personnages, les premières scènes de la vie paysanne apparaissaient alors. Peu après, le genre breton était né. Il était concrétisé à l'exposition universelle de 1870 par un plat représentant des mendiants demandant la charité un soir de Noël. Je ne peux mieux vous définir le style Quimper qu'en vous présentant ce plat qui représente une scène d'aumône, un soir de Noël. Ce plat est un des plus anciens que nous possédions et il a donné naissance à toute une sorte de reproduction d'autres plats qui sont les témoignages de la vie bretonne d'autrefois. Œuvre due à la collaboration des maîtres décorateurs et statuaires Créton, Sévélec, Michaud, Renaud, Floch, Lenoir, sans oublier Mathurin-Méheux, ces représentations de la vie bretonne marquaient véritablement la rénovation du Quimper. Dès lors, les modèles bretons allaient se multiplier, ce qui était d'autant plus facile que la Bretagne est peut-être le pays le plus riche en costumes. Sur des plats, sur des assiettes, des vases, c'était toute la vie régionale qui apparaissait, scènes familiales, groupes dansants, conteurs. Les légendes, elles aussi, devaient servir de modèle d'inspiration aux faïenciers. Puis, le célèbre Petit Breton, à son tour, était créé. Petit à petit, ça s'est expurgé, on est arrivé simplement au personnage entouré d'une fleur. C'est ce que vous avez actuellement dans toute la fabrication. Le Petit Breton est universellement connu. Alors, le Petit Breton est universellement connu. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images d'archives, Jean-Pierre Le Goff ? Nous, on date la faïence de Quimper depuis 1690. Et donc, on va bientôt avoir un tiers de millénaire, c'est-à-dire 333 ans en 2023. Okay, donc là, on fait passer une pub dans un journal breton là, pour Noël, et mon fils a trouvé la remarque, ça fait 327 Noël qu'on est présent. Donc effectivement, il faut surtout pas couper complètement, il faut croître sur ses racines. Et je pense qu'on a la chance d'avoir une des marques, la faïence de Quimper est connue effectivement dans le monde. Ça n'empêche pas le chiffre d'affaires de baisser, même si on le stabilise en ce moment.
Mais les modes de consommation ont changé. Il faut innover dans les décors. Il faut faire venir de nouveaux artistes. Des designers aujourd'hui. Ah ben on n'arrête pas. Il n'y en avait pas il n'y en avait pratiquement plus quand je suis arrivé. Donc là, on a fait une vingtaine de collaborations avec des artistes, des designers qui travaillent en CAO sur SolidWorks, qui effectivement nous dessinent des nouvelles choses. Après, on a des... Vos procédés de fabrication ont évolué donc. Oui, vos procédés de fabrication... Non. Tout ce qui est... En amont. Voilà, tout ce qui est amont, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans la manufacture. La manufacture, c'est un moule en plâtre dans lequel on verse de la terre liquide. À l'ancienne. Et ça, j'ai décidé de ne pas changer, même de garder les vieilles machines pour que les gens puissent venir voir comment on travaillait dans une manufacture. Et ça, on peut poursuivre. Dans le process, sinon on met des robots. Mais là, ça perd tout son charme. Donc on garde des peintres, on garde des émailleurs. C'est fait à la main, dans la manufacture. Tout est fait à la main, la terre est malaxée, mélangée. Alors, la terre nous vient d'Allemagne, puisqu'il n'y a plus de producteurs de terre en France. Mais on garde ce process-là. Par contre, tout ce qui est en amont, c'est-à-dire avant, le sculpteur, il arrivait avec sa terre cuite, avec son modèle en bois, et on avait un modeleur. Aujourd'hui, tout est fait en CAO, c'est-à-dire en logiciel, et ensuite produit en impression 3D plastique. Et à partir de là, on peut faire... vous avez une statue d'Anne de Bretagne, là, qui a été faite, scannée en laser, découpée en 3 morceaux, la tête, le bras et le buste. Voilà. Et à partir de là, on a fait 3 moules, et ensuite on recolle, avec de la terre crue, on recolle ces 3 morceaux. Et on fait cuire après. Et, donc tout ça, c'est passionnant. C'est l'apport, effectivement. Pour moi, c'était assez simple, puisque la technologie, je la connaissais pour l'avoir vécu dans les bateaux. On dessine des bateaux. C'est les mêmes techniques, finalement, c'est quasiment. Exactement pareil. On était la première faïencerie à utiliser ces techniques d'impression 3D pour sortir les nouvelles pièces. Alors, justement, j'ai vu un bol passer à l'écran tout à l'heure. Alors, justement, le design évolue quand même ce fameux bol breton qui est inscrit dans la tradition, lui-même, il a subi, on le voit là à l'instant, il a subi une petite rénovation, on va dire. Qui est le designer qui a... Alors ça, c'est Mathieu Poum, qui m'a été présenté par l'École des Beaux-Arts de Quimper. Et je lui ai donné comme thème la rupture, sans lui en dire plus. Donc, en gros, c'est les racines du futur. On va faire une rupture positive. On va essayer de dire qu'est-ce que je peux faire avec une forme de bol. Alors, c'est exactement le même bol. Simplement, pour se tourner vers le futur, il a fait ce qu'ont fait un certain nombre d'autres artistes. Ils ont facetisé. Alors, vous trouvez des logiciels comme ça sur Internet qui vous permettent de facetiser. Et ça a donné un côté moderne, un peu robot, à ce bol. Voilà. Donc, c'est une des variantes possibles. C'est grandir dans la tradition. Voilà. C'est ça. Et quand on est breton, de toute façon, on sait bien, c'est un antidépresseur, ce bol breton. Oui, voilà. On a le droit de le dire à la télé. Moi, on m'avait dit, il ne faut surtout pas prononcer le mot antidépresseur à la télé. Mais si vous voulez... Non, je suis un antidépresseur. Henriot Quimper est un antidépresseur. C'est fondamental. Quand vous êtes un coup de blues, ça arrive à tout le monde. À l'autre bout du monde, vous avez la boîte de pâté ENAF et le bol. Voilà. Et là, vous commencez à... le cerveau primaire revient, là. Donc, ça va beaucoup mieux dans ces cas-là. Voilà. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Le Goff. On va justement replonger encore une fois dans des archives, mais cette fois-ci à une autre époque, en 1970. On va pour cela faire appel à Fanny Bugnon qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'université Rennes 2. Je suis sûre que vous avez votre bol breton, votre bol Henriot. J'en ai plusieurs. Plusieurs, oui. Et alors, quelques mots sur l'archive que vous avez choisi ce matin de nous présenter. Alors, on reste effectivement dans la même période que celle qui a été présentée précédemment. On va être en 1970 à Plabennec, dans le Nord Finistère, commune agricole qui est en développement, dont la population ne cesse de croître. Et donc, on est dans cette Bretagne du début des années 1970 en mutation, là aussi, sur le plan économique, sur le plan social. Voilà. Eh bien, on regarde ça tout de suite et on en parle juste après. En 2 générations, beaucoup de choses ont changé sur le plan familial, au niveau même de la conception du foyer. Les mariages se passaient comment jadis? Eh bien, on se mariait à la campagne surtout, entre connaissances de la région. Et autrefois, il y avait des basses-vallannes, qu'on appelle ça, des interprètes, quoi. Non? C'est-à-dire, ça fait rire madame, ce mot breton. Oui, c'était le mot. Mais
Maintenant, les jeunes sont plus libres, plus indépendants au moins de... Ils ne demandent pas à leurs parents s'il faut, ils choisissent eux-mêmes, quoi. Et autrefois, c'était un peu les parents qui faisaient les mariages, oui. Pour des histoires d'exploitation. Il fallait obéir. Ah, il fallait obéir. Oh, souvent. D'intérêt même. Un peu avant nous, c'était ça quand même. Enfin, ouais, après, ça allait... Oui. Oui, ça fait, mettons, 40 ans là-haut, ça se faisait... Il y a 60 ans, oui. On faisait passer l'intérêt de l'exploitation avant, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, on regardait ça, oui. Alors, ils ont déjà une indépendance avant de se marier. Ah oui, sûrement. Oui, mais non. Oui. Et ce désir d'indépendance les conduit tout naturellement, dès le mariage, à rejeter l'idée de cohabitation. Avant qu'on s'est mariés, on pensait ne pas cohabiter et prévoir 2 pièces, une cuisine et une salle pour nous. Ça fait qu'on a aménagé ces 2 pièces-ci. Tout était prêt quand on s'est mariés, puis on a habité ici une semaine. Alors qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y a une salle et puis une cuisine. Juste ce qu'il faut, le strict minimum. Entre le voyage et le mariage, on était ici 3 ou 4 jours. Après, oui, on mangeait le souper. Le dîner, on mangeait avec les parents. C'était idiot de faire 2 cuisines dans la même maison. S'il y avait une autre entrée pour nous, on rentre tous par la même porte et on monte en haut par le même escalier. Il fallait 2 femmes pour faire la cuisine. Alors des fois, je voyais mon père, moi je soupais et mon père travaillait toujours dehors. Le souper, l'autre bout n'était pas prêt. Ou inversement, quoi. Si dans le temps les gens cohabitaient ensemble, c'était une question d'argent, c'était une question de prêt, de non-facilité. Oui, et on ne construisait pas beaucoup à la campagne. Il y a même 5 ans, on retapait les vieilles maisons. Il n'y avait pas de facilité de prêt. À ce moment-là, ça fait 5-10 ans, à construire une maison à la campagne, il fallait être très riche. Mais les jeunes avaient envie d'habiter séparément. C'était un peu retenu par cette histoire d'argent. Enfin, on ne sait pas. Je ne crois pas, c'était l'habitude de vivre ensemble, alors ça continuait. Jadis, les femmes travaillaient au champ. Oui, mais il y avait moins de matériel que maintenant. Alors, il fallait plus de main-d'œuvre. Mais maintenant, tout le travail des champs, ou presque tout, se fait à la Chine. Donc cette séparation est un peu possible parce que la femme peut rester à la maison. Il faut bien aussi rester à la maison, s'occuper des enfants. Et on s'occupe beaucoup plus de l'intérieur des maisons maintenant qu'il y a 20 ans. L'intérieur est plus soigné, je crois, même qu'il y a 20 ans. Maintenant, les jeunes agriculteurs désirent avoir un intérieur bien à eux. Pour les jeunes ménages, les prêts à la construction étant facilités, François et Francine Ségalen ont préféré faire l'effort financier tout de suite. En contrepartie, ils gagneront leur indépendance et permettront aux parents d'avoir la leur. Alors Fanny Bugnon, que nous dit cette archive de la Bretagne des années 70 finalement? On est dans une Bretagne effectivement en mutation, on est dans la fin, la dernière période des 30 glorieuses, une période marquée par des progrès économiques, des évolutions sociales importantes, une modernisation aussi liée à la génération du baby-boom qui arrive à l'âge adulte et qui a des aspirations différentes de ses parents, et puis des formes de contrôle ou de carcan familiaux qui s'assouplissent. Aussi, on a ce dialogue-là intergénérationnel qui l'illustre. Et puis, ça a des conséquences directes sur la famille, tous ces changements. Ça a des conséquences directes, effectivement, sur la famille. La question, est-ce qu'on peut choisir son conjoint ou est-ce qu'on hérite de ce qu'ont décidé les parents? Donc là, c'est des choses qui évolue fortement au 19e et surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle, cette aspiration à l'autonomie en fait des jeunes. Mais on se marie malgré tout. On se marie malgré tout. La norme du mariage reste assez prégnante. Je donne un chiffre pour illustrer ça. Par exemple, la naissance d'enfants, en 1972, on a 6% des enfants qui naissent hors mariage. Aujourd'hui, on est à 58%. Donc on a là encore aujourd'hui une révolution qui s'est amorcée en l'espace d'une quarantaine d'années. Donc on se marie toujours. Il y a une séparation des rôles assez stricte. On le dit dans l'archive. Il faut des femmes pour faire la cuisine. Les hommes sont au champ. Et puis les femmes ont une activité à l'extérieur et aussi s'occupent des tâches domestiques et familiales. Est-ce que ces changements créent des tensions? Alors, il y a des tensions, effectivement, là, pour le coup, dans cette idée de cohabitation intergénérationnelle qui était liée aussi à des contraintes matérielles, économiques, et puis aussi liées au fonctionnement du monde agricole, qui nécessitait la présence sur les lieux de tous les acteurs de la ferme. Donc, on a ces tensions qui existent, mais il y a une telle aspiration à la liberté, à la modernité qui n'est pas propre à la Bretagne, mais qu'on observe dans toute la France et dans tout le monde occidental, l'essor de la société de consommation, la montée en puissance de l'individualisme, qu'il va falloir essayer de faire coïncider ces aspirations parfois un peu contradictoires.
Merci beaucoup, Fanny Bugnon. Je vous voyais émue par cette archive, Jean-Pierre Le Goff. C'est le côté familial, paternel et maternel, issu de fermes à Guillers-sur-Goyen. J'y suis retourné d'ailleurs cet été, voir mon petit cousin, parce que je suis décalé d'une génération. Et il m'a montré la maison où était née ma mère. Donc c'est une maison en terre battue en 1913. La maison, la nouvelle qu'ils avaient créée pour la ferme, pour tout le monde, c'était 1920. Et puis mon petit cousin l'a rénové il y a une dizaine d'années. Ce qu'on peut noter, c'est que les gens restaient sur place quand même. Et aujourd'hui, avec le phénomène, non pas de mondialisation, mais de métropolisation, ça n'existe plus, ça. Les gens se barrent. Donc c'est un grave problème, puisque là, avant, on construisait sa maison, la neuve, à côté de l'ancienne. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, mais ça c'est un phénomène mondial, hein. J'ai un copain qui a fait le tour du monde, il me dit, mais c'est pareil, les villages au Tuamotu, au Vanuatu, ils sont en train, ils ont Internet, ils ont la 2G, donc ils voient que le monde peut aussi être différent ailleurs. Donc les gens se barrent, les jeunes se barrent. Et je pense qu'en Bretagne, il faudra quand même réirriguer le territoire, probablement avec des nouveaux métiers. Ce ne sera pas obligatoirement des agriculteurs. Mais quand je vois L'amour est dans le pré, enfin je ne le vois pas parce que c'est une émission qui me désole, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Mais la métropolisation a causé d'énormes problèmes, surtout en Bretagne, puisque j'ai dit à Jean-Yves Le Drian, toi tu as un problème avec ta région, puisque tu as 3 métropoles en périphérie. Nantes, Rennes et Brest. Tu peux dire que Brest est une métropole. Et au milieu, comment on irrigue le territoire ? Et là, les villes intermédiaires comme Quimper devraient se réveiller pour irriguer le territoire. À 1 heure de route de Quimper, vous avez la moitié de la Bretagne. L'autre moitié est à 1 heure de Nantes, j'en reviens ce matin, et de Rennes. Et là, je pense qu'il y a une réelle réflexion pour les agriculteurs. Macron a très bien parlé. Je crois qu'il faut faire quelque chose. On a un littoral qui est absolument sublime. Il ne faut pas appeler le Finistère, parce que c'est vraiment le bout de la terre, c'est pas sain. C'est presque dépressif. Mais par contre, quand on parle de la Bretagne avec son littoral, c'est une merveille. Donc il y a beaucoup de jeunes qui peuvent revenir s'installer avec le télétravail, avec Internet. On peut faire beaucoup de choses, tout en conservant les racines. Les racines, voilà. Et tout est là. Eh bien, nous aussi, on irrigue le territoire, Jean-Pierre Le Goff, rassurez-vous. On va parler de la fête de la Bretagne. Il y a plein d'événements qui se passent. On va parler de l'un d'eux qui se passe au cœur de la forêt de Brocéliande. Et Régis Super nous rejoint tout de suite pour en discuter. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable administratif de la station biologique de Paimpont. Avec une vingtaine de partenaires, vous organisez une fête des sciences en Brocéliande. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la station biologique de Paimpont ? Alors, la station biologique de Paimpont est une station de terrain de l'université de Rennes 1, c'est-à-dire un endroit privilégié pour les enseignements, pour les chercheurs, qui leur permet d'être vraiment au bord du terrain, dans la forêt, les pieds dans l'eau, et pouvoir vraiment développer, découvrir tout ce qui concerne la biodiversité ou les sciences de la vie et de l'environnement. Quels sont vos domaines de recherche plus précisément ? Alors, les domaines de recherche que les laboratoires qui sont hébergés chez nous développent sont l'éthologie, l'étude du comportement animal et humain, et l'écologie au sens large, avec l'étude de la biodiversité, de l'évolution des écosystèmes. Donc là, ce sont vraiment des laboratoires qui sont basés à Rennes et dont une partie des personnels travaillent dans nos locaux à Paimpont. Alors en quoi la forêt de Brocéliande finalement est un terrain de recherche intéressant ? Quelles sont ses particularités ? Alors, c'est le plus grand massif forestier de Bretagne, qui fait plus de 10 000 hectares, un petit peu plus de l'équivalent de 20 000 terrains de foot. Pour ceux qui n'ont pas de notion de superficie agricole, ce qu'elle a d'impressionnant, ce qu'on peut voir sur les images, c'est que c'est un grand domaine qui est constitué d'une mosaïque de petits milieux, moins de 5 km de rayon autour de notre station de terrain, par exemple. On retrouve presque tous les milieux naturels de Bretagne intérieure. Ça va de l'affleurement rocheux, du caillou, du rocher, jusqu'à la forêt très dense, en passant par des étangs, des rivières, des pelouses, de la lande, donc le milieu typique de la Bretagne intérieure. Et tous ces milieux ont été relativement préservés de l'urbanisme, donc de la construction et de l'agriculture, mais partout on voit la main de l'homme. Et c'est ce qui en fait vraiment une richesse, c'est que on peut constater l'évolution de ce milieu-là, et surtout quelles sont les raisons, quelles sont les causes humaines, quelles sont les causes naturelles de cette évolution.
Alors, pour sensibiliser justement le public à la richesse de cette biodiversité, vous vous inscrivez depuis 2 ans dans la Fête de la Science, donc dès demain et jusqu'à dimanche. Quel est le programme que vous proposez? C'est très diversifié, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors, ça fait plus que 2 ans, ça fait plus de 20 ans que les acteurs locaux et l'université, parce que c'est dans le cadre des missions aussi de l'université. Voilà. On faisait des portes ouvertes jusqu'à présent, des animations isolées les uns à côté des autres. Et là, depuis 2 ans, on a formalisé ça sous la forme d'un collectif avec des conférences, des ateliers, des sorties nature et même des spectacles qui permettent d'apporter des regards, des clés d'entrée différents sur la science pour ceux que... parfois, l'image de la science pourrait rebuter ou effrayer. En gros, on essaye de faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Alors pour cela, vous proposez par exemple une balade-spectacle samedi à 17h et à 18h avec des musiciens qui se sont inspirés de la nature pour créer. C'est étonnant, ça. C'est ça. Donc c'est une illustration parfaite de l'ouverture qu'on souhaite apporter. On accueille des artistes en résidence à la station biologique qui, pendant une semaine, travaillent sur une création musicale sous forme de lutherie sauvage, donc création d'instruments, c'est un terme un petit peu dérivé, mais ce qui nous a intéressé dans l'accueil de résidences artistiques, c'est qu'ils ont la même démarche que des scientifiques qui étudient des sciences plus fondamentales ou des sciences humaines. Ils testent, ils essayent, parfois ça réussit, et on espère que samedi, en tout cas, quand ils feront le tour de l'étang de la station biologique de Paimpont, on va avoir de belles surprises et surtout de la musique, du bruit organisé, on va dire, à partir d'éléments de la nature. Merci Régis. Alors le programme, bien entendu, est très diversifié. On peut le retrouver sur votre site internet www.scienceenbrocéliande.fr. Merci infiniment. Vous êtes sensible, vous, à la nature, justement, Jean-Pierre Le Goff, à cette biodiversité qu'on essaie de préserver au maximum? Il y a plein de discours. Aujourd'hui, on est tous... il faut être écologue. Quand vous faites le tour du monde, il y a des endroits magnifiques. Et effectivement, il faut préserver ces endroits. Là, je suis revenu des Vanuatu. J'ai vu un artiste, là, ce petit vase, là, il a été fait sur un décor des Vanuatu. On sent bien que, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout du monde, mais il y a des endroits totalement préservés, mais qui commencent à avoir peur avec la montée des eaux. Donc, en Bretagne, là, à Douarnenez, on est tranquille, la falaise est assez haute, mais c'est des endroits absolument magnifiques. Donc, je suis plus du côté mer que du côté terre. Mais la nature, c'est quelque chose qui va être indispensable de préserver. Et je crois qu'on a un discours, c'est pas en interdisant de forer dans le sol français qu'on va résoudre le problème de l'humanité qui va passer de 7 milliards à 9 milliards. Donc le problème, il est là. Donc il faudrait effectivement plutôt essayer de faire de l'éducation pour limiter les naissances, parce qu'on est en train d'exploser complètement. Le problème est là. Donc je crois que c'est plus tout à fait un tabou, mais encore un peu. Voilà. Mais par contre, la Fête de la Science, on a participé aux premières éditions, ça va remonter à une vingtaine d'années, 20-25 ans peut-être, sur Nantes, avec l'École centrale de Nantes. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire pour mettre en contact les gens, pour casser les barrières. Un prof d'université, c'est à un certain niveau, mais le gars d'en bas qui a envie de savoir ce qu'on fait dans les laboratoires, il doit y avoir accès, c'est ce que vous faites chez vous, c'est parfait. Si vous étiez un animal, Jean-Pierre Le Goff, allez, puisque justement on parlait de nature, vous seriez lequel? On va terminer avec ça. Un animal, oui, le chat, mais le chat de Géluc. Ah bah tiens, voilà. Le chat de Géluc. Oui, alors pourquoi le chat de Géluc? Bon, d'une part, j'aime bien ce qu'il fait, mais bon, c'est surtout qu'il y a un dessin qui est superbe. Vous avez le plan, je dirais le plan de Paris, avec un rond rouge, une flèche. Puis le chat qui est devant et qui dit... alors c'est une flèche avec marqué « Vous êtes ici ». Vous êtes ici. Puis le chat qui dit c'est incroyable parce que les nouvelles vont vite ». Donc c'est surtout... Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce chat? Ça change le point de repère. C'est-à-dire que vous êtes ici, le chat est devenu le centre du monde, mais ça permet aussi, je dirais, ce type de phrase, ça permet de déstresser quand les situations sont bloquées, que les gens sont complètement dans leur position, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans la négociation en France. Les gens défendent leur territoire, défendent leurs prérogatives, on le voit avec les syndicats, le gouvernement et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, vous pouvez déstresser complètement en disant si on veut voir le monde autrement. Ça m'est arrivé dans une grande réunion, c'était chez Thales avec des CNS, la marine, machin, réunion bloquée. Puis le directeur technique de Thales, qui était un bon copain, me dit, il me regarde et il dit « Jean-Pierre, tu fais le chat ».
Je dis, oh, bah non, pas là, pas le chat. Ils avaient des étoiles partout, ils avaient des grands... Et il me dit, tu fais le chat. Alors déjà, il y a un grand silence. Puis après, quand vous racontez cette histoire, ça débloque complètement et les gens ont envie de dire, bah oui, on peut voir peut-être le problème différemment et essayons de trouver une solution. Ben voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff. Merci, c'est moi. On va accueillir tout de suite Catherine Bossard qui va nous faire le débriefing de l'émission. Va-t-elle arriver en miaulant ? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. On l'accueille. Bonjour. Bon, désolée, j'ai un petit rhume, donc je suis pas dans mon assiette. Vous avez pas de bol. Mais rassurez-vous, avec un parcours comme le vôtre, bien sûr, cette émission m'a donné du biscuit. Donc, on va pas rester à se regarder en chien de faïence. Hein. Je vais faire ma rubrique, surtout qu'a priori, vous êtes un peu félin. Voilà. Donc, j'ai fait toutes les blagues, à peu près, que j'avais à faire. Hein. J'ai tout donné. Mais heureusement... Laurence, j'espère que d'ailleurs vous avez éloigné vos enfants des écrans parce que l'émission a été particulièrement sexy. Ah oui ? Il faut le dire, oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu. Je savais déjà, la science est sexy, la science, de toute façon, c'est la vie, donc c'est toujours sexy. Mais j'ai appris que le notariat pouvait l'être également. Oui, car on a parlé de vente à la bougie. On a parlé d'amener son petit bouquet avant de s'unir à la vie, à la mort, lors d'un viager. On a parlé également d'échangisme de biens. On a vu également que le sport pouvait être sexy avec Hugo Mamba, puisque de l'utilité de s'échauffer toujours et bien sûr d'écouter son cœur, parce que voilà, c'est important d'écouter son cœur, surtout quand on est une demoiselle de 327 ans, c'est ça ? C'est ça, oui. A priori, comme quoi l'amour n'a pas d'âge, la passion n'a pas d'âge, hein, vous nous le montrez. En tout cas, voilà, on a vu également ce vent d'émancipation à Créac-la-Motte, près de Plabennec. Voilà, une émission hyper sexy de fond en comble, antidépresseur, hein, vous l'avez dit, on peut le dire. Donc voilà, une émission moi qui m'a en tout cas émoustillée, on peut le dire. Hein. Désolée les enfants. Voilà. Merci beaucoup Catherine, merci infiniment. Merci. Oh, ah ben, elle a miaulé, vous voyez, j'étais sûre, je m'en doutais, je la connais. Merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Bon vent à vous, Kenavo. Merci beaucoup, Kenavo. Merci. Alors, à suivre l'édition des régions, puis à 11h20, vous retrouverez Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud et de toute sa sympathique bande. De notre côté, c'est l'actualité. À midi, vous retrouverez Anto Lagade, votre édition en langue bretonne. Et puis à midi, enfin un petit peu après, quelques minutes après, le journal présenté par Éric Pinault. À la une aujourd'hui, nous parlerons apprentissage, des secteurs qui recrutent, ceux qui ont du mal à attirer les jeunes. Mais la Bretagne est plutôt bonne élève. Nous découvrirons également ce qu'est exactement le blé noir et comment se fait sa récolte. Et puis le textile connecté, à quoi ça sert et comment ça marche, vous saurez tout. On se retrouve demain, 9h50, notre invité fil rouge. On va bien rigoler encore une fois, ce sera Jean-Yves Lafesse. Bonne journée, rendez-vous demain 9h50.